Bonjour, donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Alix Bell, je suis membre du PAF. Vous avez vu le PAF avec les jolis petits flyers. Pour ceux qui se posent la question, c'est bien moi sur la photo, c'est fou ce que ça fait une coupe de cheveux. Le PAF, c'est un collectif militant qui a été fondé le 27 mai 2018, jour de la fête des mères, par la diffusion d'une tribune manifeste. Nous sommes des parents, surtout des mères, qui avons constaté que la parentalité n'est pas forcément le bonheur béat promis. C'est aussi accessoirement pas mal de souffrances, d'inégalités, de nuits blanches, et surtout pour les mères. Fort de ce constat, nous militons pour améliorer les conditions dans lesquelles nous devenons parents et pour promouvoir des modèles familiaux qui favorisent l'émancipation de tous et de toutes. On a voulu faire ce débat aujourd'hui à partir d'un constat assez simple. Quand on est féministe et qu'on devient parent, on doit faire face à un certain nombre de résistances. Et dans mon expérience personnelle, il y a d'abord eu la famille. À partir du moment où le sexe de notre aîné a été enfin connu, c'est-à-dire à sa naissance, on débarquait en masse le rose, les dentelles, les petits nœuds, les robes à froufrou, les jupes à plis, très pratiques sur une enfant de quelques mois. Il y a ensuite eu les inconnus dans la rue qui, non contents de donner leurs conseils non sollicités, tenaient absolument à savoir si notre bébé était une petite fille ou un petit garçon. Comme si sa réalité d'être humain n'était pas suffisante, il fallait la genrer pour qu'elle puisse socialement exister. Mais bon an, mal an, moi j'ai eu le sentiment que nous avions réussi à mettre des limites, à protéger notre enfant de certaines injonctions. Et puis du jour au lendemain, notre fille a découvert les princesses, a réclamé du rose et a commencé à nous demander pourquoi elle avait un prénom de garçon. Elle s'appelle Raphaël. Elle avait 3 ans et elle venait de rentrer en maternelle, en petite section maternelle. Alors forcément, ça interroge, d'autant plus que quand on découvre que d'autres parents font le même constat. Et je pense qu'on pourra en parler ensemble. Comment se fait-il que nos enfants ressentent soudain le besoin de performer encore plus leur genre à l'arrivée de l'école, à leur arrivée à l'école? Pourquoi certains de nos enfants sont soudainement enjoints à rentrer dans leur genre? Pourquoi nos enfants commencent à faire la distinction entre leurs amis selon leur genre? Pourquoi cette binarité vient-elle déjà les polluer? Si ce n'est pour renforcer l'hétérosexualité, bref, l'école apprend-elle l'hétérosexualité à nos enfants? Alors comme dit Colline, en fait, on connaît toute la question à ce débat, donc c'est bon, on peut y aller, merci, au revoir. Mais on avait quand même envie de se poser ensemble la question de définir les enjeux et de voir surtout ensemble quelles pourraient être les solutions. Donc, pour essayer de répondre ensemble à cette question, je suis très heureuse de vous présenter notre panel que je qualifierais très sobrement de feu. Vous connaissez Colline Charpentier à ma droite, à travers le compte Instagram qu'elle a créé Ta Pensée A. Tu as pensé à? Non, Ta Pensée A, pardon. Qui publie les témoignages sur la charge mentale. Tu es également l'autrice du livre du même nom aux éditions de Poche. Hop là, regardez comme il est beau. Et surtout, tu es en train de faire de ce compte un collectif. Tu pourras nous en dire 2 mots. Et surtout, tu es professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, c'est cette double casquette de professionnelle de l'éducation et de militante féministe qui nous intéresse. Vous connaissez Marie Laborie à ma gauche, car elle co-présente l'édition française d'Arte Journal depuis 2012. Par ailleurs, tu es l'une des rares personnalités françaises ouvertement lesbiennes. Et en 2018, tu t'es publiquement exprimée en faveur de l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Aujourd'hui, c'est ton expérience d'ancienne adolescente LGBT, mais aussi de mère d'une famille homoparentale avec des enfants en âge d'aller à l'école qui nous intéresse. Vous connaissez Gabrielle Richard, car vous l'avez certainement entendu dans l'excellent podcast Camille, qui nous parlait de son dernier livre, Hétéro, l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à l'hétérosexualité. Aujourd'hui, tu es notre caution théorique pour ce débat. Et vous connaissez enfin Laurent Siama pour son spectacle Bonhomme, véritable manifeste féministe. Aujourd'hui, tu vas être notre caution masculine, puisqu'il nous fallait bien un homme cis-het. Pardon, c'était trop tentant, excusez-moi. Je reprends. Tu parles dans ton spectacle du poids des normes genrées et pourtant tu es un homme cisgenre et hétérosexuel. Ton témoignage nous permettra donc d'appréhender que l'hétéronormativité est néfaste pour tous et toutes et pas seulement pour les minorités. Voilà, on va dire plein de gros mots comme orientation sexuelle, identité de genre, cisgenre, transidentité, hétéronormativité pendant ce débat. Mais n'ayez crainte, on essaiera de les définir au fur et à mesure.
Et on va dérouler ce débat en se demandant en quoi l'école est-elle normative, hétéronormative. Elle est de plein de manières. Et je voulais d'abord poser la question, faire le constat que l'école est hétéronormative par les espaces sexués qu'elle met en place, comme les vestiaires, les toilettes. Et je lisais cette interview de la géographe du genre Edith Marais-Jouy, qui disait que c'est dans ces lieux cloisonnés comme les toilettes que se déroulent les humiliations. Et notamment dans l'école maternelle Michel Le Montagne à Trappes, où elle a aidé à la reconstruction à la reconfiguration d'une cour de récréation non genrée, ils avaient repensé les toilettes notamment. Et donc, Gabrielle, je me demandais si vous pouvez nous en dire 2 mots de cette réalité-là. Sur la question spécifique des espaces sexués, c'est ça? Bonjour tout le monde, d'abord. Merci d'être là. Pour sauter tout de suite dans le bain, il y a de plusieurs façons, l'école va nous faire comprendre et faire comprendre aux élèves qu'il y a en fait, il y a 3 normes en particulier qui sont véhiculées par l'école. Juste récapituler ce que tu as déjà dit très bien par ailleurs. Mais la première de ces normes-là, c'est une norme de binarité. C'est-à-dire qu'on nous présente, on présente à tous les élèves 2 seules possibilités. On peut être une fille et avoir ce genre d'habileté, ce genre de goût, etc. Ou on peut être un garçon et avoir cet autre set d'habiletés, de goût, etc. Donc, on nous présente ça dans un spectre binaire. Donc, c'est très, très limité. Il y a évidemment des exceptions, on y viendra éventuellement. Qui dit binarité dit complémentarité. Donc, on nous présente 2 seules options qui sont présentées, encore une fois, comme complémentaires. Donc, ça, c'est la première norme. Je suis un peu théorique au début, je m'excuse, on aura amplement d'exemples par la suite. Puis, je suis votre caution théorique de toute façon. Je sais. Deuxièmement, il y a l'idée de la hiérarchisation. Donc, quand on sépare des choses, on a tendance à les hiérarchiser. On ne traite pas les choses de la même façon, les gens, dans ce cas-ci, de la même façon. Donc, quand on sépare, on force la séparation entre filles et garçons à l'école. Par défaut, on vient à hiérarchiser. Donc, on vient à traiter différemment et souvent mieux les garçons que les filles. On leur donne plus la parole de façon plus valorisante, etc. Et la troisième de ces normes-là, et Alex, tu l'as très bien dit, c'est la question de l'hétérosexualité. De plusieurs façons, l'école encourage, et même plus qu'encourage, présente l'hétérosexualité comme la seule bonne façon d'être dans le monde, d'être en relation avec autrui, d'être en couple, etc., etc. Ceci dit, maintenant, pour revenir à ta question spécifique des espaces sexués, ces 3 normes-là vont traverser la sphère scolaire de différentes façons. Et les espaces sexués, peut-être que c'est une des choses les plus facilement identifiables par les gens qui n'ont pas particulièrement réfléchi à cette question, ce qui est la plupart des gens. Et donc, on sait évidemment, à l'école comme ailleurs, la question des toilettes. Les toilettes sont des espaces genrés. La question des vestiaires sportifs sont genrés. Et ça nous semble aller de soi. Mais quand on réfléchit à pourquoi ce sont des espaces genrés et séparés, on se rend compte que rapidement, ce qui est à l'œuvre, justement, c'est cette présomption d'hétérosexualité. Donc, si on sépare nos toilettes, si on sépare nos vestiaires, c'est quelque part parce qu'on se dit les filles ne peuvent pas se changer devant les garçons parce que les filles vont être l'objet de regards ou peut-être d'attouchements, ils vont être mal à l'aise par rapport au regard des garçons parce que nécessairement, ce qui est sous ça, c'est le fait que tous les garçons seraient nécessairement attirés par les filles et toutes les filles seraient nécessairement attirées par les garçons. Donc, il y a cette présomption-là d'hétérosexualité qui est présente dans la manière même dont l'école est structurée. Donc, dans ce cas-ci, dans les espaces sexués. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez des anecdotes et des expériences à partager, n'hésitez pas. L'école, on le sait, est aussi normative par la manière dont les élèves s'approprient les espaces. Et ça, c'est également, on en parle également dans la géographie du genre. Ce qui est assez fort, ce qu'on voit de manière assez forte, c'est la manière dont est divisée la cour de récréation, avec très régulièrement la place que prend le football. On peut même parler de prescription du foot, où le foot prend la place centrale, et même quand c'est pas la place centrale dans la cour de récréation, c'est la place centrale dans l'imaginaire, parce que quand on demande à des enfants de dessiner la cour de récréation, ils dessinent
le foot et les filles aux marges. Laurent, dans ton spectacle, tu nous parles d'un jeu que tu fais et que j'aimerais bien que tu développes, en tout cas que tu nous expliques, qui m'a beaucoup surpris, moi c'est le fruit sorti. C'est fruit sorti, oui, tout à fait. Bonjour à toutes. Fruit sorti, c'était un jeu, personne connaît, non? Ouais, voilà. C'était localisé à Cergy-Pontoise. Il y avait un microclimat, fruit sorti. Mais je pense qu'il y a des déclinaisons, je pense que vous voyez quand même. C'était un jeu, moi j'adorais ce truc, et j'avoue, j'y jouais que avec des filles, où on dessinait des cases au sol, comme une marelle, à la craie, et on écrivait des lettres sur chaque case. En fait, c'était un mélange de marelle et de petits bacs. Et on devait sauter de case en case en disant des noms de fruits qui commencent par la lettre. Voilà, je vois des visages qui font « Ah oui, quand même, ça me dit quelque chose ». Et du coup, il y avait une petite musique. Ça faisait genre fruit sorti, banane, framboise, abricot. Voilà. Du coup, j'étais le bad boy du préau, évidemment. Et ce jeu, tu le jouais au cœur au milieu, bien sûr. Ah, mais non, c'était évidemment sur le côté. Ouais. Pendant que les garçons, tous les autres garçons, oui, jouaient au foot avec cette balle orange qui m'a traumatisé. Et avec ce jeu, tu avais une street cred d'enfer, j'imagine? Ah bah évidemment, les gens avaient peur de moi, je connaissais tous les noms de fruits. Vraiment, ça crée une grande réputation. Concrètement, maintenant, avec ton regard d'adulte, t'en penses quoi? Tu vois ça comment? Bah ouais, c'est vraiment cette géographie de la cour de récréation. Moi, j'en ai un souvenir très précis. En plus, c'était une très grande cour de récréation. C'était en plus une école plutôt moderne, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi à Cergy, c'est une ville nouvelle, donc c'est les années 60, 70. C'est les premiers quartiers de Cergy, en plus, donc il y a vraiment toute une pensée politique qui est assez moderne et qui a plutôt bien vieilli. Mais pour autant, on rentre dans cette école et le terrain de foot prend toute la place. Et j'ai vraiment le souvenir de quand on sortait, comment ça drainait les garçons. Et que c'est vraiment ce truc sur le côté, quoi. Moi, je me souviens, j'avais une passion Michael Jackson. Bon, rétrospectivement, mais et je me souviens très bien, je dansais sur le côté de la cour avec d'autres enfants, des garçons aussi d'ailleurs. Enfin, on avait ce truc et tout. Et puis, sinon, mais le cœur névralgique de la cour de récréation, c'était ça. Et donc on voit bien comme c'est pas que les cours de récréation, je sais pas, qui dateraient dans les vieilles écoles à Paris ou quoi, je ne sais pas, je n'ai pas grandi ici, mais non, c'est aussi dans les villes nouvelles. C'est quelque chose que tu constates également dans ton établissement, Colline ? Oui, alors déjà bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis prof à Saint-Denis, dans le 93, en collège. Les normes de genre, elles sont très 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 visibles, surtout en collège, surtout à Saint-Denis où il y a une performance de genre qui est vraiment même assez impressionnante. C'est-à-dire que même les profs qui s'intéressent pas forcément à cette question justement commencent à se poser des questions, tellement c'est visible. Par exemple, là je racontais à Alix juste avant, il y a exactement 10 jours, donc on a fait la rentrée des 4e. La cohorte des 4e, c'est-à-dire 7 classes, se sont divisées par eux-mêmes entre filles et garçons, filles d'un côté, garçons de l'autre. Sans s'en rendre compte, ils se sont tout de suite divisés. Et ce que je trouve intéressant, en fait, de ce que tu nous disais, justement, Gabriel, c'est cette question de hiérarchie. Je pense que c'est ça qui est super important. C'est-à-dire que ça crée aussi de la hiérarchie dans le groupe social. Et donc, tu te fais rejeter. Alors, il n'y a pas que les espaces sexués, vestiaires, toilettes, etc., qui sont visibles. Moi, je suis d'accord avec toi, il y a la salle de classe. Les groupes, en fait, quand tu fais un travail de groupe, que tu laisses les élèves se mettre ensemble, tu vois tout de suite que ça se divise entre garçons, filles, ceux qui sont un petit peu mis de côté parce que justement leur performance de genre n'est pas forcément claire pour tout le monde, elles ne sont pas prises tout de suite. Si tu es en dehors des normes, tu n'es pas pris tout de suite. Enfin, tu vois, c'est aussi un ensemble, en fait. Et c'est aussi une question pédagogique. On y reviendra, mais c'est une manière pédagogique. Et concrètement, on va être honnête, l'éducation nationale sur la pédagogie par rapport au genre, on est à la ramasse. Mais alors, on est à la ramasse. C'est vraiment, on va être une centaine de profs d'histoire géo à s'être formés, à se poser des questions, mais on passe complètement pour des illuminés, en fait.
Voilà, on est des illuminés, on est féministes, on comprend pas trop ce que veut l'éducation nationale, alors que ce qu'il faut, c'est la citoyenneté, et puis la nationalité, attention, faites attention à ça. Mais voilà, en fait, c'est une formation. On reviendra sur la question de la maternelle, puisque moi, mon fils vient de rentrer en maternelle, et je te confirme, en une semaine, on est déjà arrivé sur du performance de genre, alors que mon fils a les cheveux longs et s'habille comme il a envie. Là, d'un seul coup, ça y est, c'est fini, en 5 jours. Donc, oui, il y a en effet une question sur la formation des professeurs. C'est une des solutions, mais pour ça, c'est des solutions politiques. Et pour ça, il faut qu'on change de politique. Marie, tu as des souvenirs par rapport à ça, toi ? Ou un retour d'expérience par rapport à tes enfants ? Oui, non, je vais pas redire la même chose. Bonjour, pardon. C'est pareil, moi j'ai 2 garçons qui sont en dernière année de maternelle ouais, un des 2 par exemple refuse catégoriquement que je lui lise des histoires quand le personnage principal est une fille. Alors il me l'a pas dit directement parce que il a bien compris que ça allait pas bien passer, mais j'avais des noms tout le temps, un an pas celui-là, et puis je me dis mais pourquoi, enfin je comprenais pas, et puis au moment je commence à comprendre, alors j'essaye de lui faire dire, bon elle est pas débile, non, et puis je dis bon bah c'est une fille, c'est ça. Ouais, c'est nul les filles. Voilà. Bon, donc il faut lutter ce genre de choses. C'est en permanence. Et encore que je pense que dans leur école, c'est une école publique. Je pense que les instituts, les enseignants, il n'y a pas d'hommes, sont plutôt attentifs à ça. Il n'y a pas de fête des mères, pas de fête des pères. Je trouve que les garçons et les filles jouent vachement ensemble. Bon, c'est déjà plutôt vertueux, on va dire. Mais quand même, les trucs de filles... Thomas, le deuxième, aimerait bien se mettre en déguisement de princesse. Il le fait à la maison, il le fera jamais à l'école, évidemment. C'est trop dangereux pour lui. Tu veux dire... Parce que là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la différence entre la manière dont les établissements sont construits, avec les toilettes, les vestiaires, etc., et la manière dont les gens qui l'habitent, le corps professoral et les élèves, s'approprient cet espace. Tu voudrais rajouter un mot par rapport à ça ? Mais je voulais simplement dire que la question des espaces, la question de la cour de récréation sont effectivement des enjeux qu'on voit. Mais ce qui pèse vraiment dans la balance, c'est l'accumulation des choses. On pourrait se dire, mais c'est pas très important que les toilettes soient séparées, etc. En soi, peut-être pas. Mais si dans la journée de l'école des enfants de Marie ou du fils de Colline, ce qu'ils voient, c'est quand ils vont aux toilettes, il y a cette séparation. Quand ils veulent faire un bricolage, il y a cette séparation. Quand on lit une histoire, là, les autres camarades ridiculisent une histoire qui est lue par les filles, je ne sais trop. Donc, c'est un message qui est constamment envoyé. Et c'est cette réitération-là qui est problématique. Je voulais juste insister là-dessus. Et cette réitération-là, elle passe aussi par le contenu formel, en fait, par les programmes. Colline, tu me disais aussi, quand on préparait cette table ronde, que le thème de la première semaine de ton enfant, c'était ? Qu'est-ce que c'est qu'une fille ? Qu'est-ce que c'est qu'un garçon ? Autant vous dire que j'ai commencé déjà, ça commençait très mal ma relation avec la maîtresse, donc je n'y suis pas allée, c'est mon compagnon qui est allé. Parce que c'est pas possible, hein. En fait, c'est justement c'est ce qui m'a beaucoup choqué ces 4 derniers jours. C'est que mon fils a les cheveux longs, et donc qu'est-ce que c'est qu'une fille ? C'est avoir les cheveux longs, et donc il s'est fait interpeller par des petites filles qui lui ont demandé pourquoi il avait les cheveux longs, et en fait comme il sait qu'on doit s'affirmer dans la vie, puisque c'est mon fils, il a dit mais moi en fait je suis un garçon, j'ai les cheveux longs, je porte du rose, et en fait il les a envoyés bouler quoi. Et donc il a réussi à tenir sa position. Après il a pas encore 3 ans, donc c'est quand même compliqué d'être déjà dans cette question-là. Puis même moi je lui ai posé plusieurs fois la question avant la rentrée, est-ce que tu veux couper tes cheveux ? C'est-à-dire, j'ai quand même posé la question parce que je savais que ça allait être compliqué. Il a les cheveux jusque-là. Mais là, pour l'instant, ça va. Après, je vais être... en fait, on passe son temps à repasser derrière et le soir à refaire de la remédiation, ce qu'on appelle chez les profs de la remédiation.
C'est-à-dire, concrètement, mon fils est rentré, il m'a dit toutes les filles sont méchantes, faut les frapper. Bon, j'ai dit ok, alors en fait, je t'explique, non. Mon compagnon a dit t'es bien la seule à pouvoir dire ça à ta mère, continue. Et en fait, c'est de la remédiation, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'adulte a dit, comment c'est vu. Et moi, j'ai aussi remarqué dans la relation que les enseignants et même les animateurs et tristes le soir en centre de loisirs, c'est un garçon, donc il a le droit d'être turbulent. Il a le droit d'être comme ça. Il a le droit, s'il est un petit peu sensible, c'est pas normal. Enfin, on attend en fait un caractère d'enfant. Alors, j'ai de la chance, le mien correspond, puisqu'il est très turbulent. Mais je veux dire, il a quand même des petites piques, des petits machins, de la sensibilité. Il va voir les autres pour leur dire c'est pas grave, tu sais, tu t'es fait mal, ça va bien se passer. C'est pas normal, normalement, c'est les filles qui font ça. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Puis, pour la question générale, le programme de l'éducation nationale est un programme qui est déjà vu. Qui est vu par le prisme de la performance de genre. Moi, je suis prof d'histoire géo et d'éducation morale et civique, s'il vous plaît, on n'oublie pas. Et concrètement, en histoire, donc, moi, je suis spécialiste d'histoire du féminisme des années 70-80, donc je suis assez à l'aise sur ces questions d'histoire. En fait, moi, je dis histoire des sexualités et des genres, et pas histoire des femmes. Mais en fait, par exemple, la seule formation qu'il y avait dans l'Académie de Créteil, faite par Servane Marzin, qui est une superbe prof d'histoire géo en lycée, vient d'être arrêtée. Et quand on y allait et qu'on est formé sur ces questions-là pour voir le programme autrement, par exemple sur la Révolution française, on le fait par le prisme des femmes. On le fait aussi, alors on n'en a pas parlé, mais on a aussi tout ce qui est minorité. Montrer des femmes qui portent le voile dans l'histoire française, des femmes noires, des hommes noirs qui ne sont pas que esclaves, mais qui ont joué des rôles politiques. Ça, c'est cette formation-là qui était accessible aux profs d'histoire-géographie, elle est finie en fait, c'est terminé. Elle a duré 8 ans, elle a été fermée sans aucun bruit, à part celui en fait, des professionnels qui ont dit mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que dans cette formation, on est entre féministes en fait. C'est-à-dire, on vient pour essayer de se compter, de se dire combien on est. Voilà, dans l'Académie de Créteil, on est 40, voilà, en prof d'histoire géo. Pareil, tu vois, là, cette année, moi, je me suis inscrite encore sur la formation éducation à la sexualité. Donc, je n'aime pas du tout ça, hein, c'est l'éducation des sexualités. Je vais être la seule prof d'histoire géo parce que tu vas avoir les profs d'SVT puis les infirmières. C'est-à-dire que ce sont des questions qui n'intéressent pas les autres profs, alors qu'en fait, rien que dans leur manière d'être, ils sont déjà en train de donner de la norme. Rien que dans leur programme, ils donnent de la norme. Un programme de français, c'est faire des normes. Un programme d'SVT, c'est faire des normes. Un programme de maths aussi. Rien que, par exemple, monsieur Duchemin va chercher le pain parce que sa femme lui a dit d'aller chercher le pain, il doit prendre 12 baguettes, mais machin. C'est faire de la norme, en fait. Donc, on a besoin de ce type de formation, mais l'éducation nationale est carrément à la ramasse, quoi. Et puis surtout, on est mis de côté. C'est-à-dire que quand on fait des stages syndicaux d'antisexisme, par exemple avec Sud Éducation, dont je fais partie, on est montré du doigt. C'est pas normal. C'est pas normal que des professeurs réfléchissent à ce type de choses. Et pourtant, c'est aussi comme ça que nos enfants vont mieux se sentir. Merci pour cet éclairage sur le contenu et ce qui est proposé aux professeurs. Tu l'abordais légèrement, mais c'est aussi une grande partie de ton livre. Comment la norme qui est proposée par les programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle, Gabrielle? C'est pas nécessairement réjouissant non plus. Moi, ce qui m'intéressait dans la démarche du livre, puis globalement, justement, c'est de voir quelles sont les normes qui sont véhiculées par l'école. Et je me suis dit, quel meilleur endroit pour aller voir ces normes-là, écrites noir sur blanc, que le programme d'éducation à la sexualité. Or, le programme actuel d'éducation à la sexualité est on demande d'implanter 3 heures annuellement dans la scolarité des jeunes. Donc, 3 heures... Vous ne serez pas surprise et surpris si je vous dis que dans l'espace de 3 heures, c'est difficile de parler de plaisir, d'orgasme, de consentement, d'identité de genre et je ne sais trop. En 3 heures, qu'est-ce qu'on fait? On parle de prévention.
Donc, ce qu'on fait finalement, et sans grande surprise, encore une fois, et en soi, c'est normal, mais c'est pas normal qu'on n'aborde pas ces autres choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'espace de 3 heures? C'est qu'on va dire, bon, mais alors, vous êtes des personnes qui entrent dans une sexualité, vous êtes peut-être déjà actifs et actives sexuellement, faites attention. La sexualité, ça peut être dangereux. Hein, il y a des grossesses non désirées, il y a des infections transmissibles sexuellement, il y a de la violence dans les relations amoureuses, donc faites attention. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. OK. Donc, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. On a accompli un peu quelque chose, mais qu'est-ce que ça nous dit? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger les silences des contenus scolaires. Et de quoi on ne parle jamais, et on ne parle pratiquement jamais, encore maintenant, en 2020, d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Petite parenthèse qui, à mon sens, l'illustre très bien. Et là, on retourne il y a près d'une dizaine d'années. Okay? Et on retourne au Québec, en ce qui me concerne. Vous allez voir pourquoi je fais ça. J'avais fait une recherche où je me suis intéressée à justement quelles étaient les représentations de l'homosexualité et du lesbianisme dans les contenus scolaires formels, donc ce qui relève des programmes, ce qui relève des manuels. Et je suis passée gaiement à travers 17 000 pages de manuels recommandés par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, je me remets en contexte, on est au Québec, une nation qu'on dit très, très progressive sur les questions des droits LGBT. Dans 17 000 pages, il y avait 35 mentions de ce que je cherchais, à savoir homosexualité, lesbianisme, homoparentalité, orientation sexuelle, au sens très large. 35 mentions, une définition, et je me suis intéressée au contexte lors desquels on parlait d'homosexualité. Voulez-vous deviner dans quel contexte on parlait plus d'homosexualité à l'époque? Je ne vous entends pas avec vos masques, il faut parler plus fort. Dans le cas du suicide, c'est un bon... c'est pas le premier, mais c'est un contexte qui revient assez souvent. Le sida, ça pourrait l'être aussi. Non, c'est l'Holocauste. Donc, globalement... c'est positif, hein, c'est chouette. Donc, globalement, nos jeunes au Québec, je ne sais pas, je n'ai pas fait la même analyse en France, mais nos jeunes au Québec, au début des années 2010, quand ils entendaient parler d'homosexualité à l'école, c'était... soit pour se faire dire « Ah, ben oui, donc les homosexuels aussi ont été persécutés par le régime nazi », ou bien « Ah, ben vous pouvez vivre des difficultés, vous pouvez peut-être vous suicider davantage, faites attention », ou bien « Attention, il y a le sida ». Donc, bref, comment les jeunes peuvent s'explorer sur le plan du genre et de la sexualité dans ce contexte-ci, comment ils peuvent se questionner dans un contexte sain quand il y a une absence totale de représentation, presque totale de représentation quantitative, puis une absence totale de représentations qui sont positives, finalement. Donc, c'est un exemple, mais qui, à mon sens, illustre bien le problème de ce silence qui est omniprésent dans les contenus scolaires formels. Donc, si j'ai tout bien compris, Marie, toi, quand tu étais adolescente au lycée, on t'a parlé très ouvertement de l'homosexualité dans le cadre de l'histoire, dans le cadre de l'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est ça? J'ai tout compris? Oui, non, c'était super, vraiment, c'était parfait. Ah ben non, mais je pense que moi, j'en ai jamais entendu parler, mais juste jamais. Je pense qu'on a parlé d'homosexualité masculine en lettres, on a dû en parler en parlant de Rimbaud, je pense. J'avais une prof qui était un peu évoluée sur la question, donc elle a dû parler de refoulé un petit peu, de choses comme ça. Mais sinon, non, mais jamais, absolument jamais. Et donc encore moins au lycée, évidemment. Et on se sent complètement pestiféré, en fait. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression d'être vraiment, vraiment, vraiment anormal. C'est un sentiment d'anormalité à tel point que j'avais même le sentiment d'être anormal physiquement. C'est-à-dire que je suis allée voir, moi, en n'ayant jamais eu un seul rapport sexuel, un gynécologue pour vérifier que j'étais normalement constituée. C'était vraiment terrible. Et bien sûr, on avait en plus sur l'appareil génital féminin quasiment que dalle, puisqu'on le sait, hein, le clitoris est apparu dans les manuels l'année dernière. Donc, un vrai clitoris, je veux dire. Donc, voilà. Et donc, il y a la norme qui est véhiculée par le contenu, et puis après, il y a la norme qui est véhiculée par les attitudes et les non-dits ou les dits du corps professoral. Tu m'avais raconté une anecdote aussi à ce sujet ?
J'en avais plusieurs, donc je ne sais pas laquelle c'était. Une professeure t'avait fait lire ta dissertation. Ah ouais, alors c'était pas une dissertation, j'étais en 4e. En plus, il était notoire qu'elle était en couple avec la prof d'espagnol. Donc voilà, quand même, quoi. Bon, je me disais, ça va être une copine. Parce que, alors, bon, à l'époque, j'étais rien du tout. Hein. Moi, j'ai été rien du tout jusqu'à 20 ans. Donc, mais à l'intérieur, je le savais bien quand même, mais je l'ai pas vécu. Pour ces raisons-là, d'ailleurs. Et ouais, elle nous avait écrit, elle nous avait demandé... vous avez donné, je me rappelle très bien de l'intitulé, c'était « Vous avez donné votre amitié à quelqu'un qui ne la méritait pas et vous l'avez regretté, racontez ». C'était super. Donc j'ai écrit toute une dissertation sur une meuf dont j'étais folle amoureuse et qui était dans ma classe, qui était fille, la prof de français, en plus pas de celle-là mais de l'autre. Bref, c'était l'enfer. Et donc je la citais pas, mais j'avais raconté ça, c'était horrible, je souffrais tellement, elle m'avait fait tellement de mal. Et la prof a lu ma dissertation, enfin mon commentaire composé devant toute la classe, qui hurlait de rire à chaque ligne. Et c'était l'enfer. Et elle voyait pas, elle trouvait ça super bien en fait, la prof. Je trouvais que c'était très bien. Ça lui avait parlé à elle, je pense. Et donc elle disait, mais pourquoi vous riez ? Et il y a une fille qui a dit, parce qu'on sait tous de qui elle parle. Je dis, oh, putain, mais l'enfer, putain. Bon voilà. Et donc c'est rigolo quand j'en parle, et j'en parle en me marrant maintenant a posteriori, mais c'était de l'humiliation permanente. J'ai eu plein de petits trucs comme ça en permanence. Et je sais pas, des copines qui te disent t'es super, mais c'est dommage que tu sois pas un garçon. Ça m'est arrivé mais tellement de fois. Donc bien sûr, j'ai fini par m'en convaincre aussi. J'aurais préféré être un garçon à l'époque. Enfin voilà, donc c'est vraiment ce que ça implique, parce que c'est des anecdotes, mais ça implique une détestation de soi, en tout cas extrêmement profonde, dont il est très difficile de se défaire après. Et on imagine qu'en faisant notre coming out, ça va aller mieux, mais ces années-là de détestation, de souffrance, vraiment, eh ben on ne sépare pas comme ça. C'est pas en faisant un coming out et en se disant tout va bien que dans les faits, c'est le cas, quoi. Si tu me permets de juste poursuivre là-dessus, Marie parle dans son expérience de scolarité, qui date un peu, mais pas beaucoup. Mais je veux juste insister sur le fait que c'est un discours que me tiennent encore les jeunes aujourd'hui. Et c'est un discours que, moi, l'année dernière, je faisais une enquête et des jeunes me disaient, moi, je n'ai jamais entendu le mot lesbienne avant que j'ai 17 ans. Comment voulez-vous vous construire et vous comprendre en tant qu'individu si vous n'avez même pas les mots pour le faire, pour vous nommer? Premièrement. Puis je veux aussi dire par rapport à ça que là, on parle d'identité relativement connus, c'est-à-dire donc, l'homosexualité, le lesbianisme, etc. Qu'en est-il de nos jeunes non-binaires, par exemple? Nos jeunes queer, nos jeunes pansexuels, nos jeunes trans, de nos jeunes intersexes dont on ne parle jamais et qui non seulement on ne parle jamais d'eux et d'elles, mais en plus, lorsque les rares mentions qu'on peut retrouver, c'est surtout et souvent dans un contexte où on les pathologise. On va dire, ça, c'est pas normal, ça, c'est une maladie mentale, ça, c'est des gens bizarres, etc. Donc, non seulement il y a le silence qui pèse et qui est souffrant, mais le discours qui est activement un discours négatif dans plusieurs cas aussi, et hautement problématique. Et juste 2 secondes, pardon. Et l'autre truc aussi, c'est quand on est lesbienne, en particulier, quand même, très fort, la seule représentation que les jeunes ont, c'est le porno. C'est-à-dire que quand on tape lesbienne sur Google, alors moins maintenant parce que les filles de je sais plus quelle association qui est super ont réussi à faire plier Google, mais jusqu'à il y a 1 an, quand tu tapais lesbienne, les premiers contenus qui sortaient, mais sur 15 pages, c'était du porno. Et donc les jeunes garçons et les jeunes filles, le premier truc qu'on voit, et en plus une représentation qui est totalement folle, qui est complètement fantasmée, qui n'existe dans rien. Enfin voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Et l'association, c'est SEO lesbienne. Voilà. Et moi, je voulais juste par exemple, moi, je pense qu'il y a un truc qui est fondamental, c'est que si nous, en tant que professionnels, en tant que profs, on n'est pas formés et on n'est pas capable de répondre aux questions, en fait, on ne devient pas la personne ressource de l'élève pour poser ces questions qu'il ne pourra peut-être pas poser dans sa famille. Et depuis que j'ai été identifiée féministe par les élèves, ça a changé complètement mon rapport aux élèves, aux jeunes filles, déjà. Bon, les garçons, c'est un peu plus compliqué. Mais aux jeunes filles, ça a changé complètement mon rapport, notamment sur les questions de sexualité, puisqu'elles viennent me poser beaucoup plus de questions sur la sexualité. Ou alors, si elles ont eu un problème, elles osent venir me demander des tests de grossesse, des pilules du lendemain, etc. Donc, quand on est formé, en fait, on peut être la personne ressource d'un établissement. Mais en fait, si on était tous et toutes formés, tous les profs seraient capables d'être personnes ressources, en fait.
Et ça, je pense que c'est tout à fait essentiel. Et par exemple, tu vois, il y a 5 jours, on m'a contacté, donc c'est des profs d'un collège-lycée parisien, qui me disent, voilà, on a un problème. Alors déjà, tu vas voir quand je vais te le dire, le mot problème est quand même... on a une personne transgenre en 6e. Voilà. Et on ne sait pas comment gérer la question des vestiaires, des toilettes et alors là, j'ai pas compris, des voyages scolaires. Alors déjà, voyages scolaires en pandémie, j'ai envie de dire, on verra ça l'année prochaine. Mais je veux dire, comment on fait pour des voyages scolaires ? J'étais là, genre, mais en fait, un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Demandez à l'élève. Non, on ne demande pas à l'élève. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a pas de protocole, de choses qui nous disent, c'est quoi une personne transgenre, qu'est-ce qui peut... Enfin, c'est-à-dire que si on n'est pas militant, si on n'est pas dans le milieu, en fait, on est au courant de rien. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, vraiment sur la formation des profs. On est 800 000, c'est tout à fait possible. Parce que clairement, le silence, il est là par tabou et par acte de ne pas parler de certaines personnes, mais il est aussi largement là, sur beaucoup d'enjeux, par ignorance totale. Absolument. Puis je voulais juste revenir sur la question du coming out d'un élève trans. Moi, je fais souvent les interventions auprès de profs, etc., dans les académies. Et je vais vous raconter une anecdote récente qui je pense, illustre bien ce que je veux dire. Donc, je faisais une formation sur des thématiques relatives à ce dont on parle aujourd'hui. Et c'était des enseignants qui avaient la charge de l'éducation à la sexualité dans une académie que je ne nommerai pas. Et je fais ma présentation, 1h30 de présentation. Je me disais, bien joué. Au terme de cette présentation-là, j'étais fière de moi. Ça avait été didactique. J'avais répondu aux questions. Les gens prenaient des notes, hochaient la tête. Et donc, je termine ma présentation. Je les remercie pour leur attention. Je me dis, bien joué. Et il y a une question, il y a plusieurs questions, mais il y a une question, toujours la première question un peu gênée, qui est dans mon cas toujours la même. Oui, mais dans mon établissement, j'ai un élève trans. J'ai toujours la même question. Donc, il y a toujours la question en ce moment, en fait, là, qu'est-ce qui arrive ou comment gérer un établissement scolaire lorsqu'il est confronté au coming out d'un élève trans? Et pourquoi ça pose problème? Tu sais, tu disais tout à l'heure la question de comment on gère les vestiaires, comment on gère les vacances scolaires. Effectivement, ça revient constamment. Cette prof-là, ce qu'elle avait en tête, elle me dit, nous, ce qui est vraiment un problème par rapport à l'élève trans, c'est qu'on ne sait pas avec quel barème l'évaluer en EPS. Est-ce qu'on l'évalue avec le barème fille ou avec le barème garçon? Ça m'étonne tellement pas. En fait, c'est le genre de question. En fait, comme nous-mêmes, notre formation, elle est déjà hyper binaire et hiérarchisante. Forcément, en fait, tu arrives sur ces choses-là. Alors, l'EPS, c'est quand même le pire. Vraiment, ça ne m'étonne tellement pas. Mais du coup, juste pour finir le truc, donc elle me pose la question et dans ma tête, je me dis, ah merde, ils ont rien compris. Quel temps perdu. Donc, pendant le 10 secondes où je me disais, ouf, comment je vais relancer la machine? Donc, elle réfléchit, puis elle fait « Ah! » Où il y a vraiment eu une prise de conscience où elle a dit « Ah ouais, pourquoi on a des barèmes filles et garçons? » Et là, je me suis dit « OK! J'ai fait quelque chose! » Mais donc, il y a vraiment l'idée de ces normes-là sont tellement profondément ancrées dans l'établissement, dans les structures, on en parlait tout à l'heure, dans les contenus scolaires, mais même dans les esprits des gens, ou sans défaire, déconstruire ces notions-là, ça relève d'un exercice auquel on n'est pas habitué de se prêter, un exercice de réflexivité ou de déconstruction qui n'est pas monnaie courante et auquel c'est pas tout le monde qui est à l'aise de se prêter aussi. Et donc, ça ramène la question de la formation complètement. On voit là la profondeur et l'énormité de tous les enjeux, parce qu'en fait, on n'a pas encore abordé l'autre gros enjeu, qui est les interactions entre les élèves, la police du genre entre les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on aura encore beaucoup de choses à dire sur ce que les professeurs font, ne font pas, disent, ne disent pas, mais il y a aussi ce que les élèves s'imposent les uns aux autres. Dans ton livre, tu expliques comment les adolescents qui sont les plus populaires dans les établissements sont ceux qui, en fait, jouent le mieux leur genre. Laurent, tu le mentionnes un peu aussi dans ton spectacle, ce rôle. Oui, on voit bien comme, c'est exactement ça, ouais, comme c'est performatif. Donc ceux qui jouent le mieux ce rôle-là, et celles aussi qui jouent le mieux ce rôle-là, au collège notamment, on le voit vachement. Et à l'école, moi j'ai vraiment un souvenir, oui, de ça, de
ce truc de un garçon, ça doit être compétitif, ça doit être dans la concurrence, ça doit être dans la rivalité, donc dans une forme aussi de rapport à l'autre qui est de domination. Et que oui, si on n'a pas envie d'être comme ça et qu'on a envie d'être empathique, d'être horizontal, de se sentir à égalité des autres, d'un coup, oui, c'est anormal. Et donc, on voit bien comme c'est un petit théâtre que chacun joue et que quand on le joue pas, on peut en être exclu. Après, encore une fois, moi, c'est ce que je tiens toujours à dire, c'est que en étant un garçon, on en est exclu, mais on est quand même dans le camp des dominants. Donc, en plus, moi, j'étais, cisgenre, j'ai complètement. Donc, en vrai, je me sentais en décalage. Mais c'était pas du tout une souffrance au quotidien, c'était plus quelque chose qui interrogeait et c'était plus quelque chose qui, par contre, pouvait permettre d'être en empathie avec la souffrance des autres et en l'occurrence beaucoup plus des filles qui étaient, oui, pour le coup, vraiment dominées dans cet espace commun qu'était l'école et qui en plus, je trouve... moi, c'est tout ce dont on parle là et ce truc des profs, enfin, j'ai le sentiment vraiment qu'en fait, les enfants qui sont extrêmement intelligents et perçoivent tout et comprennent tout, on voit bien qu'on est en train de rejouer ce que les adultes jouent aussi et qu'en fait, il y a un problème. Après, il y en a qui habitent ce problème en essayant de gagner, pour des raisons très variées d'ailleurs. Mais moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et quand je vois ma nièce, mon neveu, ma nièce, elle a 10 ans et tout, elle voit qu'il y a un problème. Elle voit qu'il y a un truc qui est chelou. Et donc, en plus, je pense qu'il y a une forme d'unanimité. Après, juste comment on s'en empare, quoi. On s'en empare soit en gagnant, soit en développant des skills là-dedans, soit en se créant une identité un peu différente, alternative, en se trouvant des alliés, en faisant un groupe à part. Mais, je sais pas, j'ai le sentiment que personne se dit genre que tout va bien, en fait. C'est assez frappant de voir à quel point on a l'impression que pour les adolescents et les enfants, il y a de plus en plus d'outils en dehors de l'école pour permettre de porter un regard de biais par rapport à ces enjeux-là, mais qu'effectivement l'école ne s'empare pas du tout de ça, et que ça va venir de l'extérieur si ça vient. La formation sur les réseaux sociaux, je pense que là on est au niveau néant, hein, je veux dire comme... Alors, je suis déjà un extraterrestre dans la salle des profs, mais alors avec un compte Instagram à plus de 100 000 abonnés, ils comprennent rien. Enfin, ils savent même plus ce que c'est, quoi. Donc, c'est très compliqué. En fait, il y a la question des réseaux sociaux où la performance de genre va être jouée, par exemple, sur Snapchat, oula, tu vois, sur TikTok, sur Instagram. Alors, un peu moins, parce qu'ils l'utilisent comme un chat, en fait, Instagram. Donc, la performance de genre se fait sur les réseaux sociaux. Et puis, Marie, elle l'a dit, hein, la question du porno, elle est très présente, en fait. Et c'est même, si tu veux, une compétition entre les garçons à qui a regardé du porno en premier. J'ai déjà entendu cette conversation de mes ados en 5e, 4e. J'étais genre... Ah ouais. Donc c'est compliqué quand même, hein. Donc oui, il y a et là-dessus, je pense que déjà les parents ne sont absolument pas accompagnés, parce qu'en fait quand ils sont accompagnés, ils sont suspects. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose dans l'école qui est quand même de la hiérarchie, enfin de la domination, hein. On domine les élèves par la pédagogie, mais ça je reviendrai après sur les questions de solutions. On domine les familles en leur rappelant les normes qui sont celles d'un enfant qui doit écouter, qui doit pas dépasser en fait les limites, qui doit être habillé de telle manière, qui doit pas être original ou quoi que ce soit. Et donc si tu veux, les parents sont dépassés, mais en fait quand tu les rencontres parce que leur fille s'est retrouvée avec des photos nues d'elle sur Snapchat, en fait ils sont incriminés. On les accompagne pas. On les accompagne très peu dans la prise en charge psychologique, dans tout ce qui va avec, en fait. Ils sont incriminés et l'éducation nationale, elle a pas c'est pas son rôle, en fait. On n'est pas là. En fait, on devrait être en support aux parents. Mais en fait, comme on est aussi une représentation de l'État, on est dans la domination, forcément. Notre manière d'être, elle est dans la domination. Alors moi, en plus, je suis dans les quartiers populaires. À Saint-Denis, dans les quartiers nord, autant vous dire que cette domination, elle est encore plus forte. C'est-à-dire que quand un élève ne rentre pas dans les cases et qu'il a des parents qui ne parlent pas français ou qui ne sont pas blancs ou qui sont musulmans ou qui ont une autre religion, là, on rentre vraiment dans des choses qui sont très compliquées, en fait, dans la manière d'aborder les parents et de leur expliquer les choses.
C'est cette tension-là qui se sent au quotidien dans nos établissements et surtout avec les parents. Donc, les parents sont très seuls. Voilà. Moi, je trouve que quand on est parent, on devient seul, alors qu'on est énormément en fait. Vous imaginez si on commençait tous les parents à commencer à mettre le bazar et à demander des choses à l'éducation nationale. Ça serait quand même beau, quoi. Enfin, moi, des fois, je me prends à rêver. Je me dis, punaise, une armée de parents. T'as vu? Rêvons. J'essaie d'avancer un peu parce que j'ai envie de vous laisser le temps pour des questions à la fin. L'école est normative aussi pour les parents, justement. Et ça, on le sent dès qu'on est maman, dès qu'on est mère, à l'école maternelle notamment. Tu me disais, il y a souvent cette remarque, ah bah c'est pas souvent maman qui vient le soir chercher l'enfant. Alors, c'est moi, c'est tout le temps, c'est jamais maman. Et avec ce genre de remarques, et je me demandais comment Marie, toi, c'est quelque chose que, venant avec une famille homoparentale, ça avait été accueilli? Là, très honnêtement, je peux pas jouer le rôle de la victime parce que ça s'est très bien passé. Mais tant mieux. Vraiment, à la crèche comme à l'école maternelle. Mais encore une fois, je pense que c'est une école qui, sans l'afficher, réfléchit vachement à ces questions. En tout cas, plus que d'autres, je pense. C'est en plus une école, c'est à Clichy, c'est une école donc publique avec justement des élèves très différents, des parents d'élèves très différents. Honnêtement, je peux pas me plaindre, ça se passe super bien. Enfin, vraiment, même si j'aborde pas la question, je suis pas en porte-drapeau évidemment, mais moi, je sens pas de soucis. Mais c'est pareil, c'est une école qui accueille vachement les primo-arrivants, les enfants qui parlent pas français. Je pense qu'il y a une démarche qui fait que de toute façon, dès qu'on sort de la norme, c'est pas vu comme quelque chose de dérangeant. Je m'inquiète un peu, par contre, pour l'arrivée en primaire, et c'est l'année prochaine. Je pense que ça sera pas la même sur ce coup-là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je vois un peu c'est des grosses usines, les autres écoles. Je pense que les gamins sont moins regardés dans leur individualité, mais plus en groupe, effectivement. Et que là, si tu sors du moule, j'ai un peu peur. Et il se trouve que mes enfants sortent du moule par leur histoire familiale. Ils sortent du moule par ce qu'ils sont aussi, c'est-à-dire alors ultra turbulent et un des deux assez je veux dire féminin, ça veut rien dire, mais il a quelque chose de différent. Je m'inquiète un petit peu, ouais, alors je veux pas l'inquiéter avant, mais oui, je verrai quoi. Ok. Mais tu vois, par exemple, dans le formulaire de la maternelle, c'est marqué père, mère. Enfin, j'étais là, genre, alors déjà la mère en premier, tu vois, genre rien que ça, père, mère, enfin bref. En fait, c'est surtout qui t'appelle, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est super important juste de faire une priorité sur qui t'appelle, qui doit être appelé en premier. Moi, je me suis fâchée avec beaucoup de collègues qui appellent tout le temps les mères. Qu'est-ce que tu fais à appeler les mères? Appelle les pères, comme ça ils vont se sortir un peu concernés. Puis sur la représentation des familles, on n'en a pas parlé dans les programmes, mais dans les familles, la manière dont sont présentées les familles, ce sont toujours des familles hétérosexuelles, avec 2 enfants. Il n'y a pas de jeunes femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Il n'y a pas de famille homoparentale. Il n'y a pas de famille avec du polyamour, de la pansexualité. Il n'y a pas, en fait, ça n'existe pas. Voilà. Donc on essaye de faire comme on peut, mais je pense que oui, ça doit être compliqué. Enfin, moi, je trouve ça compliqué sur les images, la représentation. J'ai une collègue de français qui est géniale, qui fait plein de textes où ça parle de sexualité dès la 6e, et je pense que c'est ça, en fait. On a besoin que nos élèves ils soient confrontés au monde pour de vrai, quoi, et qu'on leur raconte pas une fable. Donc je pense qu'on a vu à travers tous ces enjeux-là en quoi l'hétéronormativité à l'école est un problème pour tous, en fait, pour les professeurs qui sont pas forcément eux aussi, qui rentrent pas forcément eux aussi dans les cadres de l'hétéronormativité. Pour tu te sens concerné? Pour les adolescents, je rappelle que le taux de suicide chez les adolescents LGB est au moins 3 fois plus important que chez les adolescents hétérosexuels. On n'a pas les chiffres, a priori, pour les adolescents transsexuels. Transgenres, pardon. Pardon, excusez-moi. Et du coup, la suite, c'est forcément de se demander quelles sont nos solutions. Est-ce qu'on en a? Donc, on peut diviser ça en 2 parties. Première partie, perspective politique. Et là, c'est tout de suite un peu compliqué. Petit rappel, à la rentrée 2013... Brûler l'État. Oui, ça, bon, d'accord. Excusez-moi, je me suis emballée.
Certes, il y a cette solution. Petit rappel, à la rentrée 2013, sous l'impulsion de Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des Femmes, quelques 600 classes maternelles et élémentaires ont enseigné à titre expérimental l'ABCD de l'égalité. Feu l'ABCD de l'égalité, un programme d'enseignement dont l'objectif était de lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre. S'il y a des professeurs dans la salle qui ont eu l'opportunité d'essayer ce dispositif, ce serait vraiment chouette d'avoir vos retours. Problème, ce dispositif pédagogique a déclenché une vaste, et c'est un euphémisme, polémique publique, ses opposants dénonçant l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Résultat, en 2014, alors que le bilan de l'expérimentation ABCD de l'égalité était jugé positif, il n'a pas été généralisé, il a même carrément été abandonné. Et à la place, on a créé un site proposant, je cite, de nombreuses ressources en ligne afin d'accompagner les enseignants, les parents d'élèves et les acteurs de la communauté éducative, dont personnellement, je n'avais jamais entendu parler avant de faire ces recherches. Ce qui montre, bon, c'est que c'est complètement empirique, mais c'est ce qui montre son succès. Voilà, donc personnellement, enfin je ne sais pas, contredisez-moi, mais j'ai pas franchement d'espoir politique sur le point de, que dans les prochains mois, un parti politique s'empare de ça pour son programme en 2022. Je sais pas, non, si, ok. Donc on va. Je pense vraiment qu'on pense ça. Non. Donc passons directement aux perspectives individuelles et ou locales. Au moins il y a de l'espoir là. Ah oui, il y a clairement de l'espoir. Ouais, très bien. Donc, Colline, je sais que de ton côté, tu essayes de mettre pas mal de choses en place au sein de ton établissement. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ? En fait, là, il y a dans mon établissement, donc c'est 600 élèves, 45 profs. C'est la mise en place d'un protocole autour de l'éducation aux sexualités. Alors je les reprends à chaque fois, mais ça peut leur permettre de se mettre là-dedans. Et donc j'ai réussi à avoir de quoi former les profs, parce qu'en fait il y a la question aussi de la rémunération. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de profs qui sont bénévoles pour aller former, etc. Mais en fait il y a un moment où il faut être aussi un peu payé. Donc former les profs sur les questions de genre et de sexualité, et faire en sorte aussi de former les CPE, la vie scolaire, de mettre en lien avec des associations, parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est ce qui est local. Et puis ce qui est un petit peu à l'échelle de l'académie, c'est de se mettre toujours en relation avec les gens. C'est un peu les meufs sûres et les mecs sûrs, tu vois. C'est genre, t'es sûr que tu vas trouver des profs qui sont pareils que toi. Tu peux faire des groupes de travail. Voilà, nous, on fait pas mal ça. Et ça permet, en fait, d'être un peu plus forte. Et puis, en fait, ce qui est aussi difficile, je trouve, en tant que prof féministe, c'est d'être la féministe de service, tu vois. Genre, c'est bon, quoi. Genre, il y a un moment, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Genre un prof de maths qui voulait emmener sa classe voir Polanski, le film de Polanski. Alors déjà, j'ai pas tout compris. Pourquoi le prof de maths, pourquoi Polanski, mais bon, passons. Et je veux dire, à part me casser les pieds, je voyais pas trop. Et en fait, par exemple, je peux pas attaquer directement dans l'éducation nationale en disant, non, Polanski violeur. Je peux pas y aller comme une grosse bourrine. En fait, il faut que j'y aille. Même si je rêve de ça. Mais je veux dire, il faut que j'y aille avec les outils qu'on me donne pour contrer ça. Par exemple, sur des outils pédagogiques. En disant, quel est l'intérêt pédagogique qu'un prof de maths emmène sa classe de 3e voir un film sur Polanski. Posez-vous la question, pourquoi c'est pas un prof d'histoire géo ? Parce qu'évidemment, l'ensemble de l'équipe d'histoire géo, ils disaient, mais ça va pas, non ? Genre, t'as vu le bazar ? Posez la question aussi en disant, mais en fait, par rapport aux familles, étant donné la polémique qui est en train d'avoir lieu, sans dire son avis, le fait qu'on emmène nos élèves, c'est déjà leur donner un message. Donc, en fait, on ne le fait pas parce que c'est un film polémique, donc l'éducation nationale, dans sa laïcité, qui, je rappelle, la laïcité n'est pas une question religieuse, mais c'est aussi une question politique, dans sa laïcité, ne doit pas aller voir le film de Polanski. Voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi. C'est les profs qui ont envie de faire changer les choses, ils doivent utiliser les outils syndicaux et les outils qu'on a pour se défendre au quotidien. Et ça, c'est ce qui nous manque, en fait. C'est-à-dire d'avoir des syndicats qui nous donnent des outils pour aller négocier, pour aller le dire, mais non, ça, voilà, faut que ça soit fait, etc. Et ça, je trouve que c'est super difficile. Moi, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'un professeur
qui serait homo, femme ou homme, ou trans, pourrait le dire à ses élèves? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que ça peut poser des problèmes? Parce que moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. L'hétérosexualité, elle est sous-entendue, c'est-à-dire que c'est de façon évidente, on pense tous que nos profs sont hétéros, présumés, voilà. Mais je pense que ça pourrait être super. Moi, j'aurais adoré que des profs puissent me le dire en face, quoi. Alors, là, dans mon collège, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a des profs qui le disent ouvertement, il n'y a pas de problème. Nous, on a une gestionnaire qui est une femme trans. Donc, ça marche plutôt, ça marche bien. Elle vient d'arriver, donc je voudrais pas non plus. Mais ça se passe très bien. Et en fait, je pense que c'est aussi en arrêtant, si tu veux, de faire des particularités, mais en vivant comme on est normalement, c'est-à-dire, moi, je parle fort, j'ai les cheveux rouges, je porte des Doc Martens, alors ils m'ont jamais vu sans chaussures. Et le prof d'anglais, lui, il vit avec son compagnon, c'est pas forcément un gros fêtard, il est de telle manière. Et en fait, je pense que c'est super important. C'est super important qu'on représente en fait ce qu'on est. C'est-à-dire, là, il y a eu encore un débat sur comment les profs doivent s'habiller, machin, tout ça. Mais en fait, les profs, ils s'habillent comme ils veulent. Parce qu'en fait, c'est la question, c'est la pédagogie. La question, c'est la didactique. C'est comment tu fais pour qu'un élève puisse apprendre des choses, soit acteur de lui-même, soit acteur de son savoir, sans se créer une hiérarchie. Là, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu longuement parler de pédagogie. Mais par exemple, à l'université, il y a Raquel Eborgui, qui est une géographe de la Sorbonne, dont je sors le livre en janvier avec les éditions d'Aaron, mais passons, qui en fait travaille sur ces questions-là. Et en fait, c'est passionnant, c'est-à-dire elle renverse la hiérarchie entre élèves et profs, et ce sont les élèves en fait qui font le savoir. Et ça, c'est génial. Et c'est comme ça aussi que les élèves arrivent à se sentir acteurs et à ne pas se sentir oppressés dans leurs expressions. Et je pense que c'est ça, en fait, le combat d'un prof. C'est pas finalement aller se battre sur Polanski, machin, tout ça. C'est de se battre sur la pédagogie et faire des pédagogies qui ne soient pas oppressives. Voilà. Très bien. Moi, en conclusion, ce que je retiens, ce que je me suis noté, c'est espace de dialogue. En fait, ce qui nous manque dans l'éducation nationale, dans les écoles, il me semble, d'après tout ce que j'entends, c'est un espace où les mots soient dits, où on comprend de quoi on parle, où on explique aux élèves quels sont les mots, quelles sont les réalités, comment on les nomme, et qu'ensuite, chacun soit assez à l'aise pour être ce qu'il a envie d'être, et pour poser les questions au corps professoral, aux parents, pour pouvoir avancer et grandir, et devenir ce qu'il a envie d'être, ce qu'il est déjà. Et effectivement, en fait, cet espace de dialogue, il n'est pas inné, il n'est pas de fait. C'est à nous de le construire ensemble, et parce que pour l'instant, on en est très loin, il me semble. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour vos réactions, et on vous ouvre... we open the floor to you. On vous ouvre les questions. Une petite fille, moi j'achète tout en rose, parce que voilà, je milite dans mon coin, et une petite fille au soir, vient voir en toi, pour lui dire qu'il y a une trottinette de fille. Et puis une fille, ça peut pas être des chefs. Voilà, donc ces trois petits exemples, alors que moi, en tant que coparent, etc., c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. S'il y a bien un sujet qui me tient à cœur, c'est celui-ci. Quand on me demande qu'est-ce que je veux transmettre, c'est d'abord un peu ça, le reste, ça me tient plus nébuleux. Et donc je me rêve activiste dans mon école, à aller voir la maîtresse, contacter une association, faire de la sensibilisation, parce que il nous semble, et je crois que pas mal de chercheurs le disent, qu'à 6-7 ans, les choses sont quand même assez faites, et du coup ensuite on retrouve des performances de genre à 15 ans, 16 ans. Après 7 ans, notamment les petits garçons, il semblerait qu'ils se sont habitués, c'est Carole Killigan qui dit ça d'ailleurs, à 7 ans ils se sont habitués à taire leurs émotions, à arrêter de faire preuve d'empathie, et ça a des conséquences énormes. Donc en fait, la question c'est, est-ce qu'il existe des situations, on en parlait un petit peu hier, et qu'est-ce que vous avez entendu d'actions efficaces, locales, parentales, parce que tout le monde est convaincu du sujet, et en même temps, personne ne bouge, parce qu'on ne voit pas vraiment le problème, et les gens ne sont pas nécessairement disposés à vraiment interroger leur pratique. Ils sont sur le principe, ils sont d'accord, mais ensuite, dans la réalité, ça reste assez immobile. Ouais.
Merci. Je vais passer la parole à Gabrielle, mais je vous rejoins dans le fait que tu disais qu'être le prof féministe, c'est relou. Être le parent féministe, parent ou la mère d'élèves féministes, c'est aussi passablement relou, parce que on est assez vite repéré. Parents d'élèves. Oui, c'est ça, la combinaison. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont là au sein de collectifs, qui représentent des collectifs. Je crois qu'il y a Queer Éducation, notamment, si vous voulez bien lever la main. Super. Peut-être que vous aurez envie de répondre après à Mathieu, c'est ça ? Mais est-ce que vous avez entendu parler d'initiatives où les parents d'élèves posent ces enjeux-là ? Je pense que c'est là où il faut connaître ses droits, c'est-à-dire qu'en fait, on a des conseils d'école et il faut être dans les représentants des parents d'élèves. C'est bête, hein, mais en fait, c'est les lieux de pouvoir dans l'éducation nationale, les CA de collège, les CA de lycée, les conseils de parents, les conseils parents-profs, il faut y aller. C'est ça, en fait. Alors, c'est pénible, parce que c'est lent, et c'est chiant, et ça prend du temps. Et c'est vrai, mais en fait c'est là où ça joue. C'est la même chose, tu vois, par exemple sur les collèges et les lycées. Nos lycéens et nos collégiens, ils ont des espaces, ils ont des représentants. Ils peuvent être dans les conseils de vie lycéenne, ils peuvent être dans les conseils de collégiens de vie collégiale. Je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, c'est un nouveau truc. Mais excusez-moi. Mais c'est là aussi où on a nos élèves qui peuvent prendre la place et porter les choses. Demain, il y a une action de la part des jeunes femmes, enfin des jeunes lycéennes, par rapport aux tenues, puisqu'elles se prennent beaucoup de remarques sur les tenues, alors que c'est vrai que nos masques et le gel hydroalcoolique, on en a. Enfin, c'est pas une question de rentrée, on est plus sur les tenues des demoiselles, tout à fait. Avec le hashtag Balance ton bahut, c'est ça ? Demain, c'est Balance ton bahut, où elles vont venir comme elles ont envie d'être habillées et pour justement être en opposition à l'administration et au CPE. Mais en fait, le meilleur moyen, c'est de les accompagner. C'est-à-dire que quand vous avez une jeune femme ou un jeune homme qui a envie de faire ce qu'il a envie dans son établissement, c'est de les accompagner, ces jeunes, à l'entrée. Et puis de dire... Parce qu'en fait, ils prendront moins de décisions arbitraires s'il y a des parents. C'est bête, hein, mais il y a ça, quoi. Donc voilà, moi je suis pour une déferlante, tu vois, dans les conseils d'administration, dans tous les lieux de pouvoir. C'est comme ça qu'on va réussir à les faire changer. Vous voulez dire un mot, Queer Éducation, Lou, c'est ça ? Alors bonjour, je m'appelle Lou et je fais partie du collectif Queer Éducation et du coup merci beaucoup pour ce moment de table ronde parce que c'est génial pour nous aussi d'entendre parler des personnes qui se préoccupent de ces questions-là. Et je pense que en fait, peut-être que la réponse sur la perspective politique, c'est justement, nous on l'a vu, il y a plein de petites initiatives en fait exactement comme ce que vous dites dans les différents établissements. Et en fait, nous notre idée c'est d'essayer de se rassembler parce que quand on a commencé à faire des AG avec des AED, c'est-à-dire des surveillants, des CPE, des instituts, des profs, des gens qui sont aussi dans les universités, on voit qu'en fait il y a énormément de gens qui ont des idées, par exemple des clubs organisés avec des documentalistes, plein d'enseignants qui essayent de transformer un peu leurs séquences en s'appuyant sur les programmes et en les amenant vers ce qui nous intéresse. Parce que, comme vous disiez, en fait, on a vraiment des programmes où parfois on peut utiliser des arguments. Par exemple, on est censé aider les élèves à développer un esprit critique. Concrètement, il n'y a juste rien dans les programmes qui nous permettent de le faire, mais on est quand même censé le faire. Donc, on peut utiliser des arguments, en fait, quasiment du gouvernement pour pouvoir appuyer des dynamiques qui sont après... parfois qui rencontrent un peu des oppositions, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que nous, on est une association et un collectif, et en fait, on est vraiment ouverte et ouvert à toutes les perspectives et à toutes les idées, à la fois personnelles de l'éducation, dans l'éducation nationale, mais également, on a aussi des gens qui travaillent dans l'éducation, mais dans des associations, des choses qui sont en dehors aussi de l'éducation nationale, pour essayer de mettre en avant ces perspectives. On est en train de monter un site internet, l'idée c'est de pouvoir partager des séquences de cours pour arrêter de réinventer la roue toutes et tous de notre côté, parce qu'à chaque fois c'est ce qu'on fait, on réinvente un peu nos trucs, on se dit c'est génial, mais on a passé 1 an à inventer une séquence. Du coup c'est pas mal qu'on puisse aussi rassembler les choses et puis donner la visibilité aux différentes idées en fait qui ont existé. Voilà. Ah, super, magnifique, merci. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Super. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et deuxièmement, bon, ça a été évoqué au tout début de la table ronde, le fait que dans les salles de classe, les élèves se mettaient systématiquement avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre, etc. Moi je leur ai dit, bon là il se passe quelque chose, ça me plaît pas trop, etc. Alors le problème c'est que on en revient en fait à cette idée de la binarité, parce qu'en même temps je dis, il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre, mais bon, il y a tous les autres aussi qu'on n'évoque pas. Et en fait, j'avoue que j'ai été un peu désemparée parce que les élèves m'ont dit, en fait c'est quoi le problème? Et du coup j'étais là, en fait c'est vrai que moi c'est un peu le souci, alors je vais pas leur tenir tout un discours féministe en une heure, parce que je suis pas là à ce moment-là pour ça. Je suis aussi là pour leur apprendre le français, etc. Et du coup, je ne savais pas quoi leur répondre. Voilà. Mais surtout quand tu soutiens les espaces en non-mixité des femmes, quoi. Donc c'est compliqué à chaque fois. Moi, pour ça, je me pose toujours la question de les voir se séparer. Ça dépend tellement du groupe que tu as en face, en fait. Ça dépend tellement. Moi, les premiers temps, pour voir un peu comment ils fonctionnent, je les laisse faire et je leur fais pas la remarque s'ils sont séparés entre eux. Et après, c'est au 2e trimestre, j'attaque dans le dur et je les mélange, juste pour voir. Et si je vois vraiment que ça passe pas, et ben mon combat, je le mets ailleurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des combats qui sont importants, mais on peut pas être partout. Donc si vraiment ça passe pas, mais que tu as fait un texte féministe, tu vois, je me dis que la bataille, elle était ailleurs. Et qu'on va pas rester ancré sur quelque chose qui vive déjà depuis 7-8 ans, alors que tu as réussi à faire passer un texte féministe. Voilà, c'est des priorités. Hein. Après, moi, je les mélange toujours au 2e trimestre. J'attends un petit peu. Et en histoire géo, vous avez un manuel aussi d'histoire par le collectif Mémosis. Oui, excusez-moi, je suis très mauvaise dans les noms de collectifs. Et c'est un collectif de femmes d'histoire-géographie, des professeurs, qui ont travaillé sur comment faire un manuel qu'avec des femmes. Voilà, donc c'est magnifique. C'est une remarque, une question? En lien avec ça, je me faisais la remarque parce que je suis titulaire et du coup l'année dernière j'ai de l'information et je me rendais compte que par exemple le fait, on m'a conseillé assez innocemment, mais de mettre une fille et un garçon, mais en fait c'était une manière de réguler, puisque les filles sont censées faire tampon, l'agitation des garçons. Et du coup en fait il y a cette question-là aussi dans la complémentarité, la manière dont elle est mise en place dans les écoles, qui fait qu'en fait on attend des filles de calmer les garçons, et du coup je me demande s'il n'y a pas aussi ce risque-là quand on cherche en même temps avec une bonne intention, mais quand on cherche à mélanger en fait. Vous avez levé la main aussi? Oui, je vous en prie. C'était juste pour mentionner qu'il y a... En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qu'elles sont souvent pas mises en réseau. Et en fait, pareil, il y a beaucoup de publications, mais on n'est pas forcément au courant, parce que c'est des petits éditeurs, etc. Donc c'était juste pour parler de notre association que j'ai fait intervenir dans mes cours. Moi, j'ai formé les CPE, en fait, dans les masters de sciences de l'éducation. Et du coup, j'avais fait intervenir beaucoup d'intervenants sur le genre. Il y a notamment une association qui s'appelle Clafouti, qui est aussi sur les 93. Malheureusement, le problème, c'est que ces associations sont souvent des associations bénévoles qui, du coup, manquent de moyens financiers, manquent de personnes aussi bénévoles. Mais par exemple, si ça vous intéresse, rapprochez-vous, parce que vraiment, c'est des associations qui cherchent aussi des gens qui pourraient s'investir quelques heures par mois, etc. C'est vraiment assez génial ce que ces personnes font. Il y a 2 volets en gros. Il y a à la fois travailler sur la prévention des violences sexuelles à l'école, et avec les enfants, mais du coup, ça peut être sur les violences sexuelles dans la famille, etc. Et l'autre volet, effectivement, c'est sensibiliser, réfléchir avec les enfants et avec les professionnels de l'éducation à toutes les éducations à la vie affective et sexuelle. Et voilà, ils font un super font, parce que c'est quand même beaucoup des femmes et des femmes trans qui font vraiment un super boulot. Donc voilà, Clafouti, ça s'appelle. Claf, collectif de lutte et d'action féministe et les outils. Et sinon, on peut faire un autre. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres super suggestions comme celle-ci ou une autre question? Oui, je vous en prie. Moi, je travaille en crèche et on a surtout parlé d'éducation nationale, mais ça fait pas longtemps que je suis motricienne en crèche et j'observe déjà l'oral contre la maman qui vient pas, le papa qui vient. On veut savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et
Et je remarque aussi que bien souvent, je suis pas capable de dire en voyant un enfant si c'est un petit garçon ou une petite fille, mais qu'en fait, on veut toujours savoir. Il y a déjà plein de choses qui m'ont intriguée. Et en tant que psychomotricienne, je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, même avant les mots, les représentations, dans la façon dont on porte les enfants, dont on interprète les pleurs, comment on y répond, etc. Et je ne sais pas si dans ton livre tu parles de avant l'école, voilà, enfin, je voulais savoir déjà comment dans les attitudes ça se passe, et après comment peut-être moi me positionner. Enfin, j'ai essayé de faire quelques petites remarques sur pourquoi le papa, c'est pas, enfin, pourquoi il faudrait la maman à chaque fois, etc. Et je vois déjà les regards un peu suspicieux, et voilà. Merci pour la question. J'en parle effectivement dans le livre, puis ça, c'est quelque chose qui est relativement bien documenté depuis quelques décennies, à savoir la manière dont l'interaction entre le parent et l'enfant va guider l'enfant vers un certain type de comportement. C'est un peu mal dit, mais notamment, il y a une expérience qui est assez connue, que vous connaissez peut-être, qui a été réalisée en 1975, je pense, l'expérience de Baby X. Et c'était, on avait pris des jeunes adultes, une quarantaine de jeunes adultes, là, j'y vais de mémoire, et ils devaient interagir avec le même enfant. Et puis, dans le tiers des cas, on leur disait que c'était un garçon. Dans l'autre tiers des cas, que c'était une fille. Et dans le troisième tiers des cas, on ne précisait pas le genre de l'enfant. Et on s'est rendu compte de façon relativement claire que la manière dont les adultes interagissaient avec l'enfant variait en fonction de si on leur avait dit que c'était un garçon ou une fille, ou si on n'avait pas spécifié. Ça avait un impact sur à quel point les gens prenaient ou non, donc touchaient l'enfant, le prenaient dans leurs bras. Ça avait un impact sur les jouets qu'on présentait aux enfants. Donc, ils avaient un certain nombre de jouets devant eux. Donc, ça avait un impact sur ce qu'on leur présentait. Donc, on avait tendance à leur présenter des jouets genrés. Et ça avait un impact aussi sur la manière dont on lisait le comportement de l'enfant. Donc, il s'agit toujours du même enfant. Donc, dans certains cas, quand on leur disait que c'est une fille, on disait « oh, elle est douce, elle est... je sais trop, coquine. » Et quand c'était un garçon, « il est bien en forme » ou je ne sais trop. Donc, toujours à partir du même enfant, on se rend compte que la lecture qu'on porte, l'interaction qu'on a avec l'enfant, la lecture qu'on porte sur cet enfant-là varie en fonction de cet aspect genré. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien documenté. Maintenant, en ce qui concerne la manière dont vous, en crèche, vous pouvez ou non intervenir sur ces questions, j'aurais du mal à vous répondre spécifiquement parce que c'est bien que j'ai un enfant en crèche, j'ai du mal à je n'ai pas nécessairement le recul nécessaire pour avoir des conseils ou des recommandations, mais peut-être que d'autres personnes dans la salle en auraient. Je crois qu'il y a eu une mise en place d'une crèche où la question du genre a été effacée. Il faudrait voir ce qui s'est passé. Alors, tu te souviens ça ? ouais. Dans un des premiers débats qu'on avait organisé au PAF, c'était, comme quoi on a toujours un peu les mêmes obsessions, c'était éducation non sexiste, comment on fait en juste. Et Gabrielle, tu étais déjà invitée. Et on avait... on a Il faut bien une caution théorique à chaque débat. Hein. Et on avait également invité Marie-Françoise Bellamy, qui était la directrice d'une crèche de Saint-Ouen, qui avait mis en place un projet impliquant de repenser dans sa globalité la pratique des professionnels, avec objectif de favoriser l'égalité filles-garçons. Et je vous invite à aller voir, à rechercher Marie-Françoise Bellamy. Je crois qu'elle est membre d'une association qui a travaillé sur les enjeux de l'égalité dans la petite enfance. Et ils avaient même été envoyés par Saint-Ouen dans un pays nordique, je ne préciserai pas lequel, parce que la Suède, c'est ça, pour voir comment c'était fait sur place et pouvoir parvenir à le remettre en œuvre à Saint-Ouen, justement. Et c'était vraiment hyper intéressant. Moi, par ailleurs, j'ai eu la chance, dans la crèche de mes filles, de tomber sur le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire une directrice de crèche féministe, qui avait... parce qu'elle avait été formée. Elle avait son master, ça avait été de faire un mémoire sur le genre dans l'éducation... à la petite enfance. Et en fait, ça a été vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que déjà, elle avait vraiment réfléchi cet enjeu de qui appeler, qui pas appeler. Et elle avait résolu avec le fichier d'inscription en demandant aux parents qui voulaient être appelés en premier. Et du coup, ça permettait d'éviter pas mal de choses. Et ensuite, elle
dans les journées pédagogiques qu'il y a régulièrement, et ben régulièrement, il y avait c'était des enjeux qu'elle posait avec les assistantes maternelles, de savoir comment vous adressez aux enfants et comment vous adressez aux parents au moment des transmissions. Est-ce que vous dites la même chose quand c'est le papa qui est là, quand c'est le père qui est là, ou est-ce que vous dites la même chose quand c'est la mère qui est là? Et ben souvent, on se rend compte que les transmissions, elles sont beaucoup plus détaillées pour les mères, parce que les pères, bon, ils vont rien retenir de toute façon. Et dans ces jeux comme ça, effectivement, comment ils s'adressent à l'enfant, j'ai déjà dit, mais après, les jeux, comment est-ce qu'on dirige les enfants vers les jeux? Bah justement, on les dirige pas. On leur dit pas, viens chérie, ici c'est la cuisine, et puis on fait pas de remarques, ah bah tu prends les petites voitures, comment ça se fait que tu aimes les petites voitures, pourtant t'es une petite fille toi? Voilà, on laisse les enfants faire. Et du coup le choc pour notre fille, enfin pour moi surtout, mais enfin bref pour tout le monde, à la petite section a été d'autant plus violent qu'on s'est senti vraiment préservé avant quoi. Voilà, donc il existe des associations qui réfléchissent là-dessus vraiment. Avez-vous une autre question? Ouais, je vous en prie. Justement, par rapport à Elsa ici présente, c'est-à-dire qu'il y a un an, elle voulait être cosmonaute et dentiste. Elle est rentrée à l'école, et puis elle veut être princesse pélicorne. Et effectivement, on a un vrai problème. Enfin, façon de parler, mais on a d'autres mises au point à faire régulièrement, et pourtant, je considère qu'on est chanceux. Parce qu'on est tombé dans une école qui est assez ouverte, les toilettes ne sont pas genrées, garçons et filles vont dans les mêmes toilettes, il n'y a pas père et mère sur les formulaires, il y a tuteur, 1, 2 en priorité, qui on appelle pas, c'est nous qui décidons. C'est vraiment une école très inclusive et c'est vrai que je me demande ce qu'on peut apporter de plus en fait comme solution, parce que j'ai l'impression que le problème du coup ne vient pas forcément de la structure, là pour le coup en elle-même, mais plutôt presque des enfants entre eux. De l'éducation de certains enfants qui n'est pas la même que la nôtre, probablement, et elle qui revient un jour sur deux en disant de toute façon dans une famille, papa est le plus grand, après c'est la maman et le petit c'est l'enfant. En plus manque de peau, mon compagnon est plus petit que moi. Non, c'est pas ça. Et pourtant elle revient encore avec ces mêmes trucs régulièrement, et c'est vrai que je me demande quelle solution apporter quand déjà l'école en elle-même est quand même assez ouverte sur ce genre de session. Je peux demander aux mamans, aux mères, il faut vraiment que j'arrête de dire maman, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place toi, pour aider tes garçons à avoir un esprit critique par rapport aux remarques qu'ils peuvent recevoir? Non, j'ai d'autres trucs à gérer en fait. Je suis vraiment pas douée pour faire de l'expertise. Je suis plutôt en demande de conseils plutôt qu'autre chose. Bah ouais, parce que non mais c'est compliqué. En plus, eux, ils ont en plus la situation d'avoir des mamans séparées. En plus. Alors, voilà quoi. Donc, j'aurais du mal à donner des conseils. Je suis plutôt en demande en fait, on va dire. Ouais. Alors, en fait, il y a quand même un truc où il faut qu'on se le dise. Tant qu'on n'aura pas mis fin au patriarcat et au capitalisme, etc., tout le monde ne sera pas dans le même moule que nous, clairement. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y ait plein de modèles. En fait, moi, je pars toujours du principe que ce que je reproche à l'école, c'est de ne pas montrer d'autres modèles, et qu'il n'y en ait qu'un seul et qu'il soit dominant. Et qu'en fait, il n'y a même pas d'autres perspectives. En fait, ça ne serait pas gênant que nos enfants reviennent le soir, le lundi, en disant papa, maman, ma maman est plus petite que papa, et que mardi ils nous parlent de papa et papa qu'ils ont vu dans une histoire, et que maman et maman le jeudi, et vendredi en fait maman elle était toute seule parce que papa est parti. Enfin en fait ça serait pas gênant si vous voyez plein de manières de faire, et c'est l'attaque récurrente en fait qui nous met un peu sous tension. Et ça, on peut avoir une école inclusive, mais c'est la question des programmes, en fait. On y revient, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs enseignants et la meilleure volonté des enseignants, tant qu'on n'aura pas changé la question du programme, parce que même si on a de la liberté pédagogique, cette liberté pédagogique, elle est quand même très limitée. Du moins, on a des inspecteurs qui nous rappellent à l'ordre, en nous disant c'est pas normal de faire telle ou telle chose, c'est pas normal de faire comme ça, et Madame Charpentier, pourquoi vous avez invité telle association, etc. Donc il y a des choses en fait qui sont compliquées. En revanche, à la maison, cette remédiation, je pense que toute la base, et surtout pour les garçons,
C'est surtout l'expression du sentiment et apprendre à avoir un panel de sentiments. Moi, je passe mon temps avec mon fils à lui faire dire des sentiments différents. Pas seulement colère, tristesse, joie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on donne aux garçons, en fait. Et moi, je le vois après au collège. Que je suis en colère, je suis triste. Non, il y a plein de choses. Je suis frustrée, je suis pas bien. Il y a un truc que je sens en moi qui ne va pas. Et je pense que c'est ça aussi, c'est en faisant parler nos enfants qu'on arrivera aussi à démêler les questions qu'ils ont à l'école. Pour les petites filles, je pense que c'est ça aussi, c'est les modèles. Les modèles. C'est-à-dire que, alors, je déteste le rôle modèle et d'avoir juste une personne qui est au-dessus des autres. Ça me gonfle, je préfère le collectif. Mais je veux dire, on peut avoir en fait des modèles qui sont différents dans un collectif, justement, où on va avoir des parents différents, des manières différentes. Et ça passe par la littérature jeunesse, ça passe par les personnes qu'on fréquente au quotidien, ça passe... Voilà, et c'est aussi à nous d'être plus ouverts. Pas rester juste entre profs du 93 tranquille. Je te redonnerai la parole après, Gabrielle, mais en fait, ce que tu dis sur le fait qu'on doit apprendre leurs émotions aux garçons, ça me fait beaucoup penser forcément à ton spectacle, Laurent. T'en parles pas mal. Et tu dis, toi, que tes potes sont des blocs, en fait. Oui, c'est ça, que c'est très compliqué d'avoir des conversations qui dépassent, cette gamme d'émotions. Ouais, et puis moi, à un moment donné, juste du coup, j'utilise l'objet du journal intime pour incarner un peu cette éducation aux émotions qu'on a, qui est très différente, quoi. Comme le journal intime, c'est un objet qui est très féminin, que moi, mes sœurs, elles avaient un journal intime, que moi, j'avais pas de journal intime, et que du coup, c'est un objet qui incarne, comment on peut se connecter à sa sentimentalité, à justement à la nuancer, à y mettre des mots déjà pour soi-même, et donc se regarder soi-même et se connecter à soi-même pour mieux se connecter aux autres, et que ça incarne assez bien, ça incarne, je sais pas si bien, mais en tout cas c'était une tentative d'incarnation de ça, comme c'est dans des objets, quoi, un objet du quotidien. Tu voulais intervenir aussi, Gabrielle? Moi, je veux toujours intervenir. Je voulais... Je pense qu'il y a deux façons de considérer les choses. Si on se place du point de vue d'un enseignant ou qui veut avoir un impact sur ses élèves, qui veut ouvrir les perspectives sur le plan des genres et des sexualités, etc., il y a deux grandes tendances qu'on peut adopter. Puis c'est probablement vrai aussi des parents qui veulent avoir un impact sur leurs enfants. Il y a d'un côté ce qu'on peut appeler la pédagogie inclusive. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est simplement de dire au programme scolaire habituel, on va ajouter des représentations. On va ajouter des exemples, on va ajouter un langage inclusif, on va inviter des associations, on va faire des journées thématiques, donc ce genre de choses-là. Donc on ne change pas le programme principal, on voit toujours la même matière comme telle, mais il reste qu'on va avoir une plus grande diversité de modèles ou qu'on va présenter une plus grande diversité de modèles à ses enfants ou à ses élèves. On est dans cette démarche-là actuellement, cette démarche-là est prédominante, je dirais en France, elle est au Québec, elle est un peu partout. Il y a une autre manière de regarder les choses. Quand on parle de... Colline, tu parlais tout à l'heure un peu de pédagogie anti-oppressive. On en a parlé rapidement. Mais il y a une autre manière de concevoir une approche pédagogique pour aborder ces questions-là. Quand on parle de pédagogie anti-oppressive ou pédagogie critique des normes ou pédagogie queer, ce qu'on veut dire à ce moment-là, c'est qu'au lieu de... Suivez-moi, OK? Des fois, c'est un peu complexe. Mais au lieu de rester sur la norme et d'ajouter des choses à la norme, c'est-à-dire, par exemple, en classe, je peux faire l'éducation à la sexualité, parler d'hétérosexualité, de pénétration, pénis-vagin, d'éjaculation masculine, etc. Et je peux dire, il y a aussi des gens qui sont homosexuels. Donc, je reste sur ma norme hétérosexuelle, mais j'ajoute des choses. Ça, c'est ma pédagogie inclusive. Quand j'ai une pédagogie queer ou anti-oppressive, je questionne ma norme dominante. Donc, je vais, au lieu de questionner les marges, au lieu de questionner les gens qui ne sont pas hétérosexuels, je vais questionner l'hétérosexualité et pourquoi elle existe comme norme dans notre société. Je peux faire la même chose avec pourquoi la blanchité est une norme dans notre société. Pourquoi on s'attend à ce que tout le monde... pourquoi les gens qui ont la parole, ce sont des hommes cisgenres blancs, etc., etc. Donc, on peut questionner cette norme-là. Et là, j'ai toujours l'impression que quand je dis ça, il y a des gens qui décrochent parce que ça a l'air très théorique, mais j'ai des exemples pratiques. Puis je voulais vous donner un exemple dont je parle dans le livre, mais vous ne trouvez pas d'exemple de ça en ligne, OK?
Laissez-moi trouver. Ouais. Ouais. Un exemple super concret, c'est... Attendez, avec juste une main, là. OK. C'est ce qu'on appelle l'exercice d'inversion. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais c'est simplement, par exemple, je parle de ces thématiques-là en classe, je parle d'homosexualité, d'hétérosexualité, de pansexualité en classe, et je fais circuler un questionnaire que vous devez regarder, mais vous n'avez pas à y répondre. Et sur ce questionnaire-là, c'est écrit, selon vous, qu'est-ce qui a causé votre hétérosexualité? Quand et comment avez-vous décidé que vous étiez hétérosexuel? Est-ce que c'est possible que votre hétérosexualité soit une phase? Vous voyez venir. Si vous n'avez jamais fait l'amour avec une personne du même sexe, comment pouvez-vous être certaine que vous n'aimeriez pas ça? OK. Ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on inverse la norme. Au lieu de prendre pour acquis la normalité de l'hétérosexualité, on la questionne. Pourquoi elle existe? Pourquoi est-ce que, par défaut, je ne questionne pas les personnes hétérosexuelles sur quand est-ce qu'ils ont pris connaissance de ça, alors que c'est une question commune pour les gays, les lesbiennes, les bisexuels, etc. Ils se font demander ça très, très souvent. Donc, l'exercice d'inversion permet de mettre en évidence cette norme-là et de la questionner. Donc, très concrètement, là, quand on fait l'exercice en classe, ce que ça donne, c'est on passe le questionnaire, ça rigole. Et c'est ce rire-là qu'on peut interroger. Pourquoi ça rigole? Pourquoi vous riez? Oh, parce que la question ne se pose pas. OK, pourquoi la question ne se pose pas? Ah, bien là, on vient exactement questionner la norme. Et ça, on peut le faire avec une panoplie de thématiques, panoplie d'exemples. Et ce qu'on fait en faisant ça, on ne fait pas simplement dire il y a des personnes ou des réalités LGBTQI, ils existent, puis il faudrait les tolérer. On re-questionne la norme et on intègre vraiment un exercice de déconstruction au sein de la salle de classe. Fait que je voulais dire ça parce qu'à mon sens, c'est pas une approche ou une autre. Je pense qu'on a beaucoup de choses positives à avoir avec la pédagogie inclusive, mais je pense qu'on peut aussi essayer de repenser la manière dont on prend pour acquis que ces normes-là vont de soi ou au contraire qu'on vient les questionner dans la manière dont on aborde les sujets en classe. Merci beaucoup. Si je fais juste une remarque et je prends votre question qui sera la dernière parce que malheureusement on arrive au bout. La réalité, comme vous l'évoquez, c'est que même si on tente tout ce qu'on veut ou peut pour offrir une éducation féministe à nos enfants, il y a d'abord l'école et effectivement il y a le reste de la société qui est patriarcale. Et rien que choisir les dessins animés, rien que choisir les livres pour nos enfants, rien que choisir les jouets, on s'en sort pas, quoi. Enfin, si on fait un tri féministe de tout ça, on n'a plus rien à offrir. Enfin, on n'a vraiment pas grand-chose à proposer à nos enfants. Et donc, moi, je suis en constante interrogation de comment je fais par rapport à ça. Et la seule solution que j'ai trouvée, personnellement, c'est de continuer à poser des questions à mes enfants. Alors, le problème, c'est que souvent, je mets la réponse dans la question. J'ai pas encore... la technique n'est pas infaillible, mais quand ma fille est fan de princesse, je dois accepter ce fait. Je peux quand même lui demander pourquoi elle veut être princesse et pas reine, parce que quand même, reine, c'est plus kiffant, t'as plus de pouvoir. Et t'as pas forcément droit, en plus, c'est quand même... et ensuite, si on va regarder Disney, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que tout le monde les regarde. Mais du coup, quand je regarde Réponse avec elle, au moins lui demander, mais attends, pourquoi Réponse, elle attend qu'il y ait un garçon qui l'aide à descendre? Elle a des cheveux pour faire monter sa maman. Elle peut descendre elle-même avec ses propres cheveux. Où est le problème? Pourquoi elle a besoin d'être sauvée par un garçon? Ça doit être très reposant écouter un film avec toi, Alex. Non, mais elle a une tresse assez longue. Elle spoil en permanence. Elle a une tresse assez longue. Bref, il y a moyen. Pourquoi? Et c'est vrai que si on est constamment dans ces interrogations, bon, on gâche un peu le plaisir de son enfant de manière constante. Mais par ailleurs... il me semble que c'est une piste pour aiguiser l'esprit critique. Juste rapidement pour revenir là-dessus, j'ai une grande fille qui a 10 ans. Et les questions qu'on se pose, que j'entends les gens se poser sur la crèche, la maternelle et tout ça, je me les ai posées il y a plusieurs années. Et puis, j'étais aussi découragée que plusieurs d'entre vous, honnêtement. Et puis, là, elle a 10 ans, puis c'est elle qui me tient les discours que je lui tenais à l'époque. C'est elle qui questionne les trucs. Fait que je pense qu'il n'y a pas moyen de... La société dans laquelle on évolue, on peut œuvrer à la changer, on peut chercher à ce qu'elle soit féministe, etc. Mais c'est un travail de longue haleine. Ce qu'on peut faire, le mieux qu'on peut faire pour préparer nos enfants et nos élèves, je pense, c'est de les outiller à avoir un regard critique par rapport à ça. Et donc, on ne peut pas se dire, tu ne regarderas pas de films Disney.
malgré les trucs de cheveux. Donc, on peut pas avoir le contrôle sur tous les livres, sur tout ce que les enfants mettent là, parce que de toute façon, l'école va arriver, puis l'école va un peu foutre en l'air nos initiatives. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est justement amener ces questionnements-là, parce que je suis assez persuadée qu'ils viennent à les intégrer et que c'est quelque chose qui va ressortir plus tard si ça ne ressort pas au début de la scolarité. Là. Mais moi, j'ai l'impression aussi que les filles, on parlait de rôle modèle là, avec Beyoncé, avec le girl power, le machin et tout. Donc ça leur retombe encore un peu dessus. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de filles jeunes qui se tournent vers le féminisme. Alors, parce qu'il y a eu une sorte de marketing autour, mais tant mieux. Enfin, voilà. Les garçons, pas du tout, par contre. Hein. Enfin, je veux dire, là, le boulot, il va être très compliqué à faire et à mener. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Donc, c'est encore sur les filles que ça va retomber. Elles vont faire le boulot, elles vont se questionner, voilà. Et puis les garçons. Non. C'est pour ça qu'il faut élever nos garçons féministes. Et aller voir le spectacle de Laurent. Dernière question au fond. Ouais, merci beaucoup. Une dernière réaction, Colline ? Ouais, c'est les espaces aussi où on peut pouvoir se reposer. On a besoin d'espaces entre féministes en non-mixité pour pouvoir parler entre parents, entre mères, entre pères, parce que les pères aussi ont parfois gros sur la patate et ont besoin de sortir certaines choses. Hein, il y en a quelques-uns. Pas tous. Mais en tout cas, il y a des choses à faire là-dessus et on a besoin de plus d'espace pour dialoguer, en fait. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on se ressource. Parce que c'est épuisant, t'as raison hein, là-dessus, hein, c'est épuisant de partir en bataille permanente contre des amis, contre sa famille, contre le prof, contre la crèche, contre la rue, Et il y a un moment, on a besoin de se ressourcer. Et je pense que c'est ça qui nous manque encore, c'est des espaces où on peut dialoguer, où on peut aussi poser ces questions pour se permettre de continuer son chemin de bienveillance et de déconstruction. Et ça nous manque. Bon, écoutez, je vous remercie. Ouais, on me fait signe qu'il est l'heure, Je voudrais juste vous rappeler qu'à 14h, donc dans 10 minutes, Gabriel Richard et Colline Charpentier seront en dédicace sous le préau, tout au bout là-bas. Et ensuite, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais Laurent nous propose bientôt un nouveau spectacle. Ça te dérange de le présenter rapidement ? J'ai pas mes notes. Non. Ok, magnifique. On va terminer sur ça. Je suis désolée. J'ai cherché à l'inclure ailleurs, j'ai pas réussi. Merci beaucoup.